Bien, eh bien, écoutez, nous sommes, absolument, ravis de vous accueillir ce soir et surtout d'accueillir Philippe Mérieux, grand spécialiste qui nous fait, l'honneur, le plaisir, de d'intervenir ce soir pour, la mission laïque. Delphine, tu veux ajouter quelques mots? Oui, bien sûr. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et si nombreuses, pour écouter Philippe Mérieux, spécialiste de la démocratie scolaire, prononcer une conférence sur, l'inclusion scolaire et l'école inclusive, comment la construire, selon quels enjeux. Cela lancera notre communauté, pour la 2e année, consécutive et nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Bien, alors bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir virtuellement dans votre communauté. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et en même temps assez inquiet parce que le sujet qui m'est proposé, celui de l'école inclusive, est un sujet difficile. C'est un sujet difficile dans la mesure, d'une part, où vous exercez tous votre métier dans des contextes étrangers à celui que je connais. Vous êtes tous dans des pays et des établissements qui ont des spécificités que je ne connais évidemment pas toutes. Et puis, c'est un sujet difficile parce qu'autour de cette question de l'inclusion se cristallise toute une série de problématiques particulières que je suis loin de maîtriser complètement autour de tous les dysfonctionnements d'apprentissage, par exemple, qui requièrent le point de vue de spécialistes sur ces questions. Alors, je vais, pour ma part, ce soir, tenter de vous présenter un point de vue un peu global, une perspective un peu générale, politique au sens noble du terme, de ce qu'est l'école inclusive, des enjeux et des perspectives que nous pouvons envisager ensemble pour construire cette école inclusive. Je vais le faire dans un premier temps grâce à un exposé qui sera très largement repris sur le diaporama que je vais vous projeter. Donc, presque tout ce que je vais vous dire sera sur le diaporama et j'enverrai le diaporama aux responsables de telle manière à ce que vous puissiez le consulter ensuite. Et puis, après cet exposé d'environ 45 à 50 minutes, nous aurons le temps pour échanger, soit à partir de vos interventions orales, soit à partir de vos questions écrites. Donc, école et pédagogie inclusive, quels enjeux et quelles perspectives? Alors, vous rappelez d'abord dans une introduction rapide que l'école inclusive est un projet relativement ancien. On le trouve déjà dans la loi du 11 février 2005, dans son article 19 que vous connaissez bien, quand la loi explique que pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles 112 et 111, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant, présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ces domaines de compétences, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. C'est le point de départ, 2005, ça fait donc 25 ans, de ce que nous appelons l'école inclusive. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements dont il dépend, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Voilà une affirmation forte de la loi du 11 février 2005, dite loi sur l'école inclusive. Et nous voyons que ceci se met en place progressivement, puisque nous disposons, mais cela est peut-être moins vrai dans vos contextes spécifiques, en France, de deux outils de référence qui sont maintenant bien stabilisés pour les collègues, ce qu'on appelle le plan d'accompagnement personnalisé et le projet personnalisé de scolarisation avec notification par la MDPH. Alors bien sûr, tout ceci est peut-être à nuancer en fonction des contextes dans lesquels vous exercez. Ces plans d'accompagnement personnalisé ou ces plans ou ces projets personnalité de scolarisation visent à apporter à chaque élève les moyens, alors en termes pédagogiques, en termes d'aide spécifique, les moyens qui lui permettent de s'intégrer réellement dans la classe et de participer complètement à l'apprentissage collectif animé par le maître.
Cette école inclusive a donc 2 outils de référence. Elle a une multitude de dispositifs institutionnels. Alors, les plus connus chez nous sont les RASED, les ULIS. Je ne sais pas si vous disposez d'ULIS dans les établissements dans lesquels vous exercez, qui sont des unités d'enseignement où l'on accueille les enfants, mais où on ne leur enseigne pas. Ils sont ensuite reventilés dans les différentes classes en fonction de leurs besoins et en fonction des propositions qui sont faites. Et puis, on a bien sûr, mais là encore, c'est quelque chose qui n'existe peut-être pas chez vous, des AVS et des AESH. En réalité, ces outils et ces dispositifs sont finalement non pas secondaires, mais seconds. Second, parce que l'école inclusive, au-delà d'une organisation institutionnelle différente, c'est peut-être plus fondamentalement une autre manière de faire l'école et de faire la classe. Une manière de faire l'école et de faire la classe sans viser spécifiquement l'homogénéité absolue de nos élèves, sans imaginer qu'ils font tous la même chose en même temps et en ayant le souci, non pas simplement que des élèves soient installés dans notre classe en dépit de leurs différences, de leurs handicaps, de leurs problèmes d'apprentissage, mais qu'ils soient pleinement participants, partie prenante des apprentissages à l'intérieur de notre classe, en dépit avec toutes les différences qu'ils peuvent porter et dont ils peuvent être porteurs. L'école inclusive, ce n'est pas simplement rajouter des aides spécifiques aux élèves en difficulté, c'est percevoir sa classe autrement. C'est la percevoir comme un ensemble d'élèves qui ont chacun une personnalité, une singularité, mais qui sont appelés ensemble à partager les mêmes connaissances et les mêmes savoirs, parce que l'on va avoir une autre attitude, que l'on va avoir une autre attention à ces singularités, qu'on va leur permettre d'être accompagnés le mieux possible, chacune et chacun, tout au long de ces apprentissages. Alors, voici le plan des remarques que je vais développer pendant cet exposé, dont nous discuterons tout à l'heure pendant le débat. Dans un premier temps, je vais montrer que ce projet d'école inclusive s'inscrit dans un projet plus vaste, dans une perspective plus vaste, qui est celui d'une société inclusive, dont je me demanderai si l'expression n'est pas en elle-même un pléonasme. Je vous proposerai ensuite quelques repères pour approcher les enjeux d'une école et d'une formation inclusive. Puis je vous parlerai de la notion d'égalité des chances et j'essaierai de vous montrer à quel point elle est aujourd'hui discutable et à quel point l'école inclusive nous impose de passer à une autre manière de formuler les choses, l'égalité du droit d'accès de chacune et de chacun à l'éducation et à la formation. Dans une troisième série de remarques, je m'intéresserai à ce que l'on appelle la forme scolaire. La forme scolaire, c'est quelque chose que je préciserai tout à l'heure, mais qui me paraît être un obstacle, en tout cas une difficulté à affronter pour construire une école véritablement inclusive. Et puis, j'évoquerai dans une quatrième partie des éléments très concrets de stratégies à mettre en œuvre pour une école et une formation authentiquement inclusive. Première série de remarques, une société inclusive, n'est-ce pas un pléonasme? Oui, toute société devrait être inclusive. Une société, par définition, n'est pas quelque chose qui engendre, qui propose de l'exclusion. En tout cas, les sociétés telles que nos pays démocratiques voudraient les voir et les développer. Contrairement aux communautés, une communauté, c'est quelque chose de différent d'une société, c'est fondé sur l'identification réciproque au chef. Les sociétés humaines, elles, se construisent en considérant que tout humain peut être digne d'être accueilli par ses pairs et pas simplement celui qui s'identifie au chef. Ça, c'est un point fondamentalement important. La société inclusive dit bien tout être humain peut être accueilli. Tout être humain peut être accueilli. La communauté impose des conditions d'identité. Pour être dans la communauté, il faut être ceci, il faut être cela, il faut avoir telle croyance, il faut avoir telle pratique. Dans une société, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de condition à l'intégration sociétale. La société n'impose aucune condition de participation, aucune condition d'identité, pardon, elle n'impose que des conditions de participation. Et d'abord, l'obéissance à une loi fondatrice,
qui est la loi fondatrice de toute société, mais qui est aussi la loi fondatrice de toute collectivité scolaire, ne pas nuire. Ne pas nuire, c'est la seule loi qu'impose fondamentalement une société. Elle n'impose pas une loi qui consisterait à dire il faut être ceci, il faut faire cela pour participer, il faut ne pas avoir de handicap, il faut avoir un quotient intellectuel plus élevé, équivalent à ceci ou à cela. La société ne met aucune de ces conditions-là. Elle dit chacune et chacun peut être accueilli dès lors qu'il ne nuit pas au collectif que nous constituons. Une société, en ce sens, est portée par un projet d'universalité qui ne renvoie pas à un modèle imposé, mais propose aux singularités humaines de s'associer ensemble à la construction du commun. Et une société refuse tout à la fois la totémisation des différences, qui conduit à l'exaltation des individualismes et détruit la possibilité même de la construction d'un collectif, mais elle refuse également la totémisation des ressemblances qui conduit à la normalisation et au refus de toute expression de la différence qui est vécue comme une trahison. On voit bien que ces deux refus sont fondamentaux. Il faut refuser à la fois la totémisation des différences, tout le monde est différent et on ne peut pas communiquer ensemble, mais il faut refuser aussi la totémisation des ressemblances. On est tous pareils et on n'a pas le droit d'exprimer sa différence. Une société, c'est un ensemble d'individus qui se veulent à la fois fondamentalement différents et qui assument leurs différences, mais qui se reconnaissent également comme fondamentalement ressemblants et participant ensemble à l'humaine condition et à un projet qu'ils se proposent de réaliser en commun. Alors, ces trois conditions qui constituent ce qu'on pourrait appeler une société inclusive, eh bien, on va les retrouver, bien sûr, dans la classe inclusive. On va les retrouver dans la classe inclusive parce que dans la classe inclusive, eh bien, tout le monde est accueilli et pas simplement ceux et celles qui sont comme ceci ou comme cela. On ne demande ces papiers à personne. Dans la classe inclusive, eh bien, on accepte que chacun apporte sa singularité dès lors qu'il participe à la construction du commun. Et dans la classe inclusive, on est attentif à chaque personne dans ses spécificités et en même temps, on est attentif à la construction d'un collectif qui fait que chacun à la fois est spécifique dans sa singularité, mais ressemble aux autres et participe avec les autres à un même collectif. Toute société authentique, comme toute classe authentique, est donc, par définition, inclusive. Elle doit dire, par la voix de ses différents acteurs, elle doit dire, et nous devons dire, chacune et chacun doit pouvoir être inclus, même si, pour ce cas précis-là, cet élève, cette personne, nous ne savons pas encore comment faire. Nous avons le droit de dire cela, mais nous n'avons pas le droit de dire celui-ci ou celle-là ne pourront jamais, ne pourra jamais être inclus. Il y a une grande différence entre ces deux affirmations. Vous la sentez bien, cette différence. On peut, à un moment donné, ne pas tout à fait savoir comment on va faire pour inclure quelqu'un. Mais on va maintenir le projet de l'inclure. On va dire chacune et chacun doit pouvoir être inclus. Aujourd'hui, je ne sais pas comment faire, je vais chercher. Nous saurons peut-être demain, nous saurons peut-être si nous nous mettons ensemble, nous saurons peut-être si nous travaillons, si nous obtenons quelques moyens supplémentaires, mais nous nous mettons dans la perspective que chacun puisse être inclus un jour. Et il nous est interdit de dire en revanche, celui-ci ou celle-là ne pourra jamais être inclus. L'inclusion n'est donc pas un état, ni dans une classe, ni dans une société, c'est une démarche, c'est une dynamique toujours achevée. L'inclusion est une dynamique, nous sommes attentifs à la manière dont chacun est accueilli et nous cherchons comment chacun peut non seulement être accueilli, être là, mais être participant d'un collectif dont il est complètement partie prenante. Alors après ces quelques remarques sur ce qu'est une société ou une classe inclusive, quelques repères pour approcher les enjeux d'une école et d'une formation inclusive. C'est pas si facile que ça. Et je vais faire un petit détour par l'histoire pour vous montrer que les choses sont complexes et que nous ne pouvons pas imaginer qu'il suffit de claquer dans les doigts pour parvenir
à réaliser cette école inclusive. C'est un vrai travail. La vocation sociale de l'école, dans sa tradition, et là j'emprunte cette expression au philosophe et sociologue Durkheim, la vocation sociale de l'école, c'est pas nécessairement d'inclure. C'est pas nécessairement d'inclure. Durkheim me dit, c'est même de sélectionner. Et donc, d'une certaine manière, c'est d'exclure. Et toute école reste tributaire de cette fonction qui implique une sélection à un moment donné, une sélection qui va permettre à certains de prolonger tel cursus et à d'autres, au contraire, d'aller vers un autre cursus. Cette sélection, elle est toujours là. Elle n'est pas nécessairement là dans les premières années de l'école, mais elle structure néanmoins le cursus scolaire de toutes nos sociétés. On voit bien que l'école reste tributaire de cela et que, à cet égard, l'école inclusive est toujours en tension, on pourrait même dire en contradiction avec la fonction sélective de l'école. Il y aurait comme deux mouvements. Un mouvement centripète qui intègre, qui inclut, et puis un mouvement centrifuge qui exclut ceux et celles qui ne sont pas faits pour ça, qu'on va envoyer ailleurs, qu'on va sélectionner pour participer à tel ou tel autre cursus, et ainsi de suite. Et on voit bien que c'est compliqué à gérer dans nos établissements, parce que le chef d'établissement, ou chacune et chacun d'entre nous dans nos classes, eh bien nous avons à la fois à garantir le fonctionnement de la fonction centrifuge. L'école doit envoyer chacune et chacun vers des cursus différents en fonction de son travail et de ses résultats, mais aussi la fonction centripète. Nous devons rassembler les élèves, nous devons les intégrer et nous n'échappons pas à une forme de tension qui est toujours une tension qui nécessite des arbitrages, qui nécessite un travail collectif, qui nécessite qu'au sein de l'établissement, eh bien, on se demande où est-ce qu'on met le curseur, à quel moment on va intégrer, inclure et à quel moment, au contraire, on va proposer des classes spécifiques, on va orienter vers des cursus particuliers. En réalité, dès le 19e siècle, dans le sillage de quelqu'un que vous connaissez au moins de nom, qui s'appelle Comenius, est apparu le projet d'une grande école inclusive. On trouve aussi chez Ferdinand Buisson ou chez James Guillaume, qui sont les deux grands penseurs de l'école républicaine, on trouve aussi les bases d'une instruction primaire qui se veut inclusive, qui veut donner à tous les enfants les connaissances nécessaires à leur participation à la vie de la nation et les amener à comprendre et à pratiquer les vertus que requiert tout régime démocratique. C'est le projet même de l'école républicaine. Mais ce projet, pour se réaliser, eh bien, je le disais tout à l'heure, on va le voir plus précisément, secrète presque systématiquement son contraire. On va distinguer les élèves qui ne sont pas faits pour suivre tel cursus. Et Alfred Binet, qui est le créateur de l'échelle métrique de l'intelligence, qu'on va appeler le quotient intellectuel quelques années plus tard, eh bien, va travailler pour distinguer les anormaux d'asile et les anormaux d'école, en disant il y en a qui ne peuvent pas être inclus et d'autres qui peuvent être inclus. Et pour les anormaux d'école, on va créer des classes d'adaptation, puis des classes de transition, etc., etc. Donc l'école est toujours dans cette contradiction-là. Elle a à la fois le désir et la volonté d'intégrer chacun, mais en même temps, elle fonctionne sur un modèle qui, d'une certaine manière, pratique, si ce n'est l'exclusion, du moins l'orientation. D'où un projet ambitieux mais ambigu, qui est le projet qu'a la République et la démocratie d'organiser l'égalité des chances, une égalité des chances qui va substituer le mérite à l'héritage. Mais cette égalité des chances est une égalité un peu formelle, qui fait l'impasse très souvent sur les conditions nécessaires pour accéder au savoir. Ce n'est pas parce qu'on donne les mêmes chances à tout le monde que tout le monde a réellement les mêmes chances en fonction de son histoire personnelle, de sa trajectoire personnelle, de sa vie personnelle, en fonction du milieu dans lequel il a été élevé aussi et des ressources culturelles qu'il a eues à sa disposition. Alors, on construit cette égalité des chances, on s'efforce de construire cette égalité des chances par la mise en place de structures d'accueil transitoires, de remise à niveau. On s'est efforcé de le faire. Mais on a vu que ça ne marche pas toujours.
ça ne marche pas toujours parce que quand on met des élèves à part en disant on va les mettre à part parce que ça va leur donner la possibilité de rattraper leur retard, on va les mettre à part parce que ça permettra de pratiquer avec eux une pédagogie spécifique qui correspond aux difficultés d'apprentissage qu'ils ont, eh bien, quand on met les élèves à part, euh, on va plus vers l'inégalité que vers l'égalité parce que ce qu'on définit comme provisoire tend toujours à devenir définitif. Et ça, c'est une constante que tous les sociologues de l'institution scolaire repèrent. Chaque fois que l'institution dit on va sortir des classes habituelles, tel élève ou ce groupe d'élèves, pour lui proposer un enseignement spécifique, une classe particulière, une classe spéciale, chaque fois qu'on fait cela, on dit toujours ça n'est que provisoire, mais chaque fois qu'on fait ça, pour la plupart des élèves qui y vont, ça devient définitif. C'est quelque chose que tous les observateurs ont noté et c'est quelque chose qu'il nous faut prendre en compte. C'est quelque chose qui est aussi à la base de la volonté d'une école beaucoup plus inclusive. Alors, on a cherché, bien sûr, à créer cette égalité des chances aussi par l'organisation de soutien, hein, d'accompagnement ponctuel en faveur des publics les plus en difficulté. Mais là aussi, on peine à tenir les promesses et on s'aperçoit que rajouter quelque chose à des élèves qui sont déjà en difficulté, leur rajouter du travail, par exemple, leur donner des leçons supplémentaires ou leur donner des cours particuliers supplémentaires, c'est souvent, alors qu'ils peinent déjà, leur rajouter quelque chose qui les amènera à peiner plus encore. Alors, on a tenté, et je crois que c'est la bonne voie, de réaliser cette égalité des chances par la systématisation de ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Oui, la pédagogie différenciée est une belle chose, c'est le souci au sein d'une même classe d'avoir les mêmes objectifs, mais de diversifier, de différencier les chemins pour que chacune et chacun puisse atteindre ses objectifs. Alors oui, il faut développer la pédagogie différenciée, mais on sait aussi, et les analyses du système nous le montrent, que l'égalité dans la pédagogie différenciée peine à se concrétiser et que cette pédagogie différenciée risque de s'enquister, de s'enfermer dans ce qu'on pourrait appeler une logique du diagnostic a priori, qui étiquette les élèves et qui tend à les enfermer dans leur étiquette. C'est un des problèmes de l'inclusion. C'est le poids, la force de l'étiquette. C'est la réduction d'un sujet à ses symptômes. On va dire tel élève est dyslexique. Ça existe la dyslexie, bien sûr, tout le monde sait que la dyslexie existe. Mais on a parfois tendance à appeler dyslexie des troubles qui ne relèvent pas vraiment de la dyslexie. Mais surtout, on a tendance à dire de quelqu'un, il est dyslexique, et puis il n'est que dyslexique. Mais non, un élève dyslexique est toujours autre chose qu'un élève dyslexique. Il est aussi un élève qui peut être intéressé par des tas de sujets, qui peut être passionné par des questions, qui peut être attentif sur des tas de problèmes, qui peut s'investir dans des activités. Il n'est pas que dyslexique. Il ne peut pas être réduit au diagnostic que l'on porte sur lui. Il ne peut pas être réduit à ce qui n'est peut-être qu'une étape dans son développement qu'il va pouvoir dépasser, en tout cas que je vais devoir l'aider à dépasser. Et si nous aidons ainsi chacun à dépasser ses difficultés, ses problèmes, ses handicaps, alors nous passons de l'égalité des chances à quelque chose de bien plus ambitieux, de bien plus fort, de bien plus nécessaire, difficile bien sûr, mais important, qui est l'égalité du droit d'accès à l'éducation et à la formation. Égalité du droit d'accès. Ça n'est pas la même chose que l'égalité des chances. L'égalité du droit d'accès impose de donner plus et mieux à celles et ceux qui ont moins, impose de s'attacher à accompagner les êtres extraordinaires pour qu'ils aient leur place dans la société comme citoyens et professionnels. Alors oui, j'emploie l'expression d'être extraordinaire. C'est une expression que j'emploie depuis longtemps et que j'emploie parce que elle renvoie pour moi à une réalité que j'aime beaucoup.
au début, quand j'ai commencé à enseigner, il y a bien longtemps, on me disait, il y a des élèves handicapés, euh, ils sont autistes par exemple, ou ils ont des graves troubles du comportement et de l'apprentissage, et puis des élèves ordinaires. Alors, je me suis habitué à appeler ces élèves handicapés, pour ne pas les stigmatiser avec leur handicap, des élèves extraordinaires. Extraordinaires. Et c'est vrai qu'ils sont extraordinaires. Ils ne sont pas ordinaires, ils ne sont pas des élèves ordinaires, ils sont extraordinaires et ils ont en réalité des ressources extraordinaires que cache parfois leur handicap, qu'on ne voit pas nécessairement parce qu'on ne voit que le handicap. Et en les appelant extraordinaires, eh bien, on met l'accent sur ces ressources qu'ils peuvent apporter. J'en reparlerai tout à l'heure et nous en reparlerons dans le débat, mais l'important, c'est l'intérêt de l'inclusion, c'est que ces élèves qu'on dit porteurs de handicap, non seulement en bénéficient, mais ils bénéficient aux autres. Leur présence bénéficie aux autres. C'est extraordinairement formateur pour les autres élèves dans une classe d'avoir des camarades qui sont handicapés, qui sont en difficulté, qui ont des troubles de ceci et de cela. Dès lors que ces camarades, on les prend en charge, on veut les faire progresser ensemble, on se met en commun pour les épauler et qu'on ne les exclut pas des activités collectives. Alors oui, il nous faut passer de l'égalité des chances à l'égalité du droit d'accès à l'éducation et à la formation. Alors cela, nous avons vu, nous pourrons voir que toute l'histoire de l'éducation a permis de le mettre en œuvre, de le mettre en place, la naissance de l'éducation spécialisée, qui commence très tôt, qui commence probablement avec Itard au XVIIIe siècle, avec Pestalozzi à Stans, se fonde sur un postulat fondamental qui est le postulat de l'éducabilité. On postule que tout être peut apprendre et grandir, qu'aucun être n'est condamné à être exclu, à ne pas pouvoir apprendre, à ne pas pouvoir grandir. Ce postulat d'éducabilité, ce n'est pas une vérité scientifique, comprenez-moi bien. Scientifiquement, on ne sait pas si tout être peut apprendre et grandir, mais c'est un postulat éthique, c'est un postulat qui fonde notre métier d'enseignant. Si nous ne postulons pas que tout être peut apprendre et grandir, alors il vaut mieux que nous allions faire autre chose, parce que l'enseignement, l'éducation, c'est la postulation de l'éducabilité de chacune et de tous. Alors, on va voir comment Rousseau, l'inventeur de la pédagogie moderne, va associer l'éducabilité et la liberté en disant « Oui, chaque être est éducable et en même temps, je dois faire en sorte qu'il se développe librement. » C'est une sacrée perspective, c'est un sacré enjeu. On va voir assez vite quelqu'un comme Makarenko qui récupère les orphelins laissés de côté par la révolution bolchevique. On va le voir travailler à aider des enfants en très grande difficulté avec un slogan que je trouve toujours très important, qui était « L'enfant est malade, soignez le milieu ». Soignez le milieu, soignez l'environnement. Parce que l'enfant, si vous lui proposez un environnement riche, un environnement stimulant, un environnement nouveau, eh bien, il va peut-être pouvoir contribuer à son propre développement, il va réussir à se prendre en charge, il va réussir grâce à un milieu favorable que vous construirez. Et comprenez le milieu, milieu matériel, milieu moral, milieu intellectuel, milieu en termes de ressources pédagogiques, eh bien, avec ce milieu-là, il va faire de sa vie quelque chose qu'il décidera lui-même. Et puis, on a des grands pédagogues comme Janusz Korczak, avec la naissance de ce que Korczak appelle une institution. Une institution, le Conseil des élèves, par exemple, est une institution qui est fondée sur une valeur, qui est construite selon des principes, qui met en place des rituels et qui est révisable en fonction, bien sûr, de tout ce qui se vit. Alors oui, nous pouvons dire, quand nous regardons l'histoire de l'éducation, que l'éducabilité de sujets réputés traditionnellement inéducables jusque-là est à la source de l'inventivité pédagogique. L'éducabilité des sujets, c'est ce qui nous a permis d'imaginer, d'inventer, de progresser en pédagogie. C'est parce que Itard a recueilli Victor de l'Aveyron, c'est parce que Itard a recueilli cet enfant sauvage dont tout le monde disait « il ne peut rien apprendre, c'est un animal »,
et qu'il s'est attaché à l'aider à apprendre pas à pas, qu'il a créé des outils, des puzzles, des petites choses qui lui permettaient d'avancer, c'est parce que Itard a fait le pari que cet être que tout le monde disait inéducable était en réalité éducable. C'est parce qu'il a fait ce pari qu'il a inventé des outils pédagogiques qui sont encore aujourd'hui en usage dans la plupart de nos écoles. Alors oui, cette éducabilité des sujets, ça ouvre la voie à l'exploration de méthodes nouvelles qui peuvent ensuite bénéficier à toutes et tous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Jean-Luc Godard, le cinéaste, et qui vaut aussi bien pour le cinéma que pour l'inclusion scolaire. Godard dit c'est la marge qui tient la page. Eh bien oui, c'est d'une certaine manière grâce aux enfants en difficulté, grâce aux enfants que l'on inclut, grâce aux enfants que l'on dit inéducables, mais dont on fait progressivement le pari qu'ils seront éducables, c'est grâce à cela qu'on fait progresser l'école. L'école n'a jamais progressé grâce aux bons élèves. Les bons élèves, ils apprennent, ils travaillent, etc. L'école a progressé parce qu'elle s'est intéressée à ceux qui résistaient. C'est ce que nous dit le philosophe Alain et c'est ce que je crois profondément. Alors, bien sûr, il nous faut penser l'éducation de ces êtres en situation de difficulté aujourd'hui en nous posant un certain nombre de questions. Ce sont des questions dont je redis qu'elles sont difficiles. Que partager avec eux ? Que partager avec eux? Que pouvons-nous partager avec ces êtres qui sont en très grande difficulté et dont on ne sent pas ou on ne voit pas facilement qu'ils puissent accéder au même savoir que les autres? Eh bien, nous devons partager les moyens de mener une vie commune dans une cité commune et un monde commun. Voilà en tout cas un objectif de l'école inclusive absolument fondamental. On se demande souvent jusqu'à quand inclure? Jusqu'à quel niveau de savoir, quel niveau de scolarité peut-on inclure? Je pense qu'on peut inclure le plus loin possible et on peut sans doute inclure très loin. On peut inclure à l'université et même au-delà, dans la formation des adultes. Mais pourquoi inclure? Quel est l'enjeu qu'il y a dans cette inclusion-là? C'est le fait que ces êtres en difficulté, eh bien, nous devons leur donner les moyens, comme aux autres, de participer à la cité et de construire le monde commun. À quel niveau d'exigence? Alors là-dessus, et je n'ai pas le temps de le développer en détail, mais la psychologie cognitive nous a apporté un certain nombre d'éléments et nous explique que pour inclure et pour faire progresser quelqu'un, il faut se situer dans ce qu'on appelle sa zone proximale de développement. Sa zone proximale de développement, qu'est-ce que c'est? C'est un concept créé par le psychologue cognitiviste Vygotsky. Vygotsky qui dit que toute compétence, toute capacité, toute connaissance passe chez tout individu par deux phases. Une phase où on va l'accompagner et faire avec lui, et une phase où il va être capable de faire la même chose, mais tout seul. La première phase est la phase de l'interpersonnel, c'est le moment, si vous voulez, pour prendre une métaphore facile, où la maman tient la main de l'enfant pour l'aider à marcher. Et puis, il y a la phase qui est intrapersonnelle, c'est le moment où l'enfant va marcher tout seul et va être capable de faire sans l'aide de l'adulte ce que l'adulte lui a appris et ce que l'adulte a fait avec lui. Eh bien, quand on se pose la question des progrès que peut faire un enfant en difficulté dans une situation de classe inclusive, je crois qu'il faut se référer à cette vision de la zone proximale de développement. En réalité, il faut regarder ce que l'enfant peut faire avec nous, son niveau actuel de développement, regarder ce que je peux l'aider à faire et progressivement l'accompagner pour qu'il fasse seul ce que j'aurais dans un premier temps fait avec lui. C'est quelque chose de fondamental qu'il faut vraiment avoir en tête. Et puis, sur quel principe pédagogique? Eh bien, en conjuguant sans cesse le droit à la différence. Le droit à la différence, une différence qu'on exprime ou qu'on rencontre, et le droit à la ressemblance. Chacune et chacun ressemble à tous les autres. Il ressemble à tous les autres à travers les questions qu'il se pose, à travers les peurs, les angoisses, mais aussi les espoirs qu'il a. Les humains
sont très différents. Ils sont différents dans leur culture d'origine, ils sont différents dans leur appartenance sociale, ils sont différents dans leur histoire singulière, mais aussi, ils sont tous humains. Et donc, ils partagent cette humaine condition dont parlait Montaigne, qui leur permet de se retrouver entre eux autour de questions qui les animent tous et qui sont des questions qui travaillent chaque être humain et qui le relient à l'ensemble des autres. Alors, avant d'en arriver aux conseils pratiques que je souhaiterais vous donner, je voudrais faire quelques remarques sur les difficultés et même les impasses de ce que nous appelons, nous autres chercheurs, la forme scolaire. En réalité, pour aller vers une école inclusive, il nous faut remettre en question la forme scolaire. C'est quoi la forme scolaire? C'est quelque chose qui a été défini dans les années 1830 en France et qui a été exporté au-delà de la France, dans à peu près tous les pays que la France a colonisés ou dans lesquels elle a exporté son système scolaire. La forme scolaire, c'est le modèle dit simultané. Ce modèle simultané, c'est un modèle dans lequel un groupe d'élèves du même âge et du même niveau font la même chose en même temps sous l'autorité du maître. Alors, ce modèle-là, 30 élèves, 20, 30, 40 ou 50, enfin, un groupe d'élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps sous l'autorité du maître, ce modèle-là, il n'est pas éternel. Il n'a pas existé de toute éternité et il n'a pas vocation à durer pour l'éternité. C'est un modèle qui a été imposé à un moment donné de notre histoire par Guizot. Quand Guizot s'appuie sur une innovation qui vient de Jean-Baptiste de La Salle, des Frères des écoles chrétiennes, et qu'il veut rationaliser l'enseignement. Mais c'est un modèle qui va à l'encontre d'un autre modèle qui existait à l'époque, qui était le modèle mutuel. Le modèle mutuel qui avait été introduit en Angleterre par des pédagogues comme Lancaster et Bell ou en Suisse par des pédagogues comme Grégoire Girard. Dans le modèle mutuel, on ne présuppose pas que tous les élèves ont le même âge et le même niveau, et a fortiori qu'ils font la même chose en même temps. Dans le modèle mutuel, on joue sur l'entraide entre élèves et on fait de l'entraide entre élèves un levier fondamental pour le développement de chacun. Dans le modèle mutuel, on joue sur le monitorat. Il y a des élèves un peu plus avancés dans tel et tel domaine qui expliquent aux autres. Et les recherches aujourd'hui nous montrent que le monitorat ne profite jamais seulement à celui qui aide, à celui qui est aidé, mais toujours également à celui qui aide. Alors oui, cette forme scolaire dans laquelle nous vivons encore, qui envahit notre imaginaire collectif, il faut que la classe comporte 30 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. C'est devenu quelque chose de compliqué parce que, en fait, si on suit cette forme scolaire, bien, ça impose le regroupement homogène et permanent. Un regroupement homogène, c'est-à-dire 30 élèves du même âge, du même niveau, permanent sur toute l'année, sur toute la durée de la journée, de la semaine, du mois, du trimestre et de l'année scolaire. Ce regroupement homogène est le seul mode d'organisation et de sélection qui s'impose dans le modèle simultané. Et on voit bien que cette forme d'organisation-là, elle est devenue bloquante. Elle est devenue bloquante, et elle est devenue bloquante parce que les parents eux-mêmes qui la souhaitent, quand ils veulent intégrer leur enfant dans le cadre de l'école inclusive, ils voient bien qu'elle devient un obstacle. Et elle est devenue bloquante parce qu'elle est excluante, fondamentalement excluante. Ce qui est là derrière, et ce qui me semble devoir être travaillé, dépassé, c'est cette idée qu'on vit en permanence avec une seule forme de classe où les élèves font la même chose parce qu'ils ont le même niveau sous l'autorité d'un même enseignant. Alors, cette classe permanente peut être homogène, afin de permettre à tous les élèves ayant les mêmes besoins d'enseignement adapté. Elle peut permettre de regrouper des enfants à besoins éducatifs spécifiques, mais toujours avec le risque d'enfermement et d'assignation à résidence. Elle peut être hétérogène, afin d'éviter les effets de ghettoisation.
elle peut être hétérogène afin de permettre la construction du commun, mais toujours là aussi avec un risque qui est celui de ne pas différencier suffisamment les interventions et de creuser les écarts. On a là, au fond, l'enjeu majeur de l'inclusion. L'enjeu majeur de l'inclusion, c'est on ne peut pas regrouper les gens d'une manière homogène en permanence, parce que si on les regroupe d'une manière homogène en permanence, ils vont être en quelque sorte piégés et ils vont être assignés, ils ne sortiront pas de l'étiquette, ils ne réussiront pas à décoller l'étiquette qui leur a été mise sur eux. Et en même temps, si on est plutôt à l'opposé, si on met les gens dans des groupes hétérogènes en permanence, sans être attentif à les regrouper de temps en temps en fonction de leurs besoins, eh bien, on va laisser se creuser les écarts. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons dans les systèmes scolaires des oscillations permanentes entre les deux formules, alors que, et c'est l'hypothèse que je voudrais travailler avec vous, une école réellement inclusive pourrait s'acheminer vers des structures plus souples, combinant regroupements homogènes et hétérogènes. Voilà. Alors, je voudrais insister là-dessus et le faire aller rapidement, si vous voulez, le faire en revenant à cette question. Je me suis trompé dans le diaporama, je vous prie de m'excuser. Au fond, il est bien possible qu'une école ou une institution de formation, malgré tous ses efforts pour différencier la pédagogie, pour articuler différents types de regroupements, pour accompagner les élèves les plus en difficulté de manière ciblée, pour organiser au mieux les transitions, il est possible que cette école ne parvienne pas à proposer une inclusion totale, sans aucun séparatisme, d'ailleurs, mise à l'écart, mise à part, que ce soit en interne ou par externalisation. On se trouve là devant un phénomène bien connu de toutes les institutions qui est que on inclut tout le monde, mais il y en a toujours qui ne peuvent pas être inclus. C'est le phénomène de la somme et du reste. Et c'est ce phénomène qui pose la question de la frontière entre les enfants pouvant être inclus et les autres. Alors oui, quand on travaille, pour ma part, j'ai beaucoup travaillé avec les enseignants sur quels enfants peuvent être inclus et quels ne peuvent pas être inclus. Eh bien, quand on travaille là-dessus, qu'est-ce qu'on découvre? On s'aperçoit que cette frontière est mobile et qu'elle ne recouvre pas les désignations réglementaires. On s'aperçoit que les enseignants et les formateurs placent cette frontière plus ou moins près de l'inclusion ou du séparatisme en fonction de 4 types de critères. C'est-à-dire quand on demande aux enseignants « Est-ce que vous pouvez inclure ces enfants-là » ou « Est-ce que vous ne pouvez pas les inclure ?» Des enfants autistes, allez, des enfants souffrant de troubles du comportement, des enfants ayant de graves lacunes scolaires ou de très graves lacunes scolaires. Quand on leur dit « Est-ce que vous pouvez les inclure ?» eh bien, ils ne vous disent pas oui ou non, ils ne vous disent pas tel enfant qui a tel QI peut être inclus et tel enfant qui n'a pas tel QI ne peut pas être inclus. Ils vous disent, et on regarde si c'est possible ou non et on valide ce qu'ils nous disent là, ils nous disent ils peuvent être inclus si. Si quoi? Si ils ont ce que j'appelle une panoplie méthodologique relativement riche. C'est-à-dire s'ils peuvent jouer sur diverses modalités d'apprentissage. Ils savent faire un cours magistral, ils savent faire du travail par petits groupes, ils savent faire du travail individuel, ils savent pratiquer le monitorat, ils savent sortir avec les élèves, mais ils savent aussi faire un travail documentaire en centre de documentation. Ils ont des options idéologique et la manière dont ils conçoivent le rapport à la prédestination et à la prédisposition. Alors, ça, c'est très important. Les enseignants qui sont favorables à l'inclusion considèrent qu'une prédisposition n'est pas une prédestination. Je peux être prédisposé au diabète et ne jamais devenir diabétique. Je peux être prédisposé à telle ou telle chose
Et si j'ai un environnement qui est favorable et qui me permet de lutter contre cette prédisposition, ne pas basculer dans cette chose-là. Et donc, les enseignants qui sont favorables à l'inclusion sont des enseignants qui disent que l'acquis, eh bien, peut être déterminant pour permettre d'aider quelqu'un à progresser et qu'il ne reste pas enfermé dans l'inné. Ces enseignants-là ont un environnement institutionnel et des ressources sur lesquelles ils peuvent compter pour les aider. Et puis, on s'aperçoit aussi, alors je suis obligé de le dire parce que c'est un résultat de recherche, on s'aperçoit aussi que les enseignants sont d'autant plus favorables à l'inclusion que dans leur histoire personnelle et familiale, dans l'histoire de leurs proches, ils ont vécu des situations où ils ont connu des situations de grand échec scolaire, de handicap ou de difficultés lourdes. Alors, si je vous dis ça, c'est pour vous dire que dans la réalité, ce qui fait qu'un élève peut être inclus ou peut ne pas être inclus, c'est moins le diagnostic exact que l'on va porter sur lui que l'état d'esprit, la richesse et l'engagement des enseignants qui vont l'accueillir. Autrement dit, un même élève, dans les recherches que nous menons, pourra, avec les mêmes troubles, les mêmes difficultés, les mêmes comportements, être inclus si les enseignants ont une panoplie méthodologique riche, s'ils ne croient pas à la prédestination, s'ils ont un environnement institutionnel qui peut les aider et s'ils connaissent la souffrance, les difficultés que représente le handicap, s'il y a ça, eh bien, l'inclusion se fera beaucoup plus facilement. L'inclusion pourra avoir lieu à diagnostic égal. À diagnostic égal. Et c'est quelque chose d'important. Ça nous montre que, au fond, l'école a des ressources formidables et qu'elle peut, à partir de ses propres ressources, engager des dynamiques. La question est donc moins de supprimer la frontière entre les individus normaux et anormaux, qui peuvent être inclus et qui ne peuvent pas être inclus, que d'interroger la place de cette frontière et de travailler sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire sans cesse le reste, c'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas être inclus, et le traiter dignement. Donc, ne passons pas trop de temps à nous dire celui-là, qu'est-ce que je sais, est-ce qu'il peut être inclus ou pas à partir de son état de développement, de ses symptômes, etc. Posons-nous plutôt la question inverse, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous facilitions, avec toutes les difficultés qu'il a, sa capacité à s'intégrer dans la classe. J'en viens maintenant, et j'aurai bientôt terminé cette partie, à quelques éléments de stratégie pour une école et une formation authentiquement inclusive. Premier élément de stratégie, je dirais qu'il nous faut assumer et réguler collectivement des tensions structurantes. Le métier d'éducateur ne consiste pas à appliquer des protocoles standardisés, aussi validés soient-ils, mais à prendre conscience des tensions qui traversent sa mission et à déplacer le curseur afin d'instituer au mieux une situation éducative. Alors oui, dans la pédagogie ordinaire, il nous faut en permanence finaliser par le projet, formaliser les acquis, prioriser la programmation ou prioriser l'événement qui vient bousculer la programmation, insister sur le réussir ou insister sur le comprendre. Et le rôle de l'enseignant, c'est moins de choisir un de ces deux aspects que d'être capable de se déplacer correctement et de déplacer le curseur en fonction de ce qu'il observe dans la classe et des résultats qu'il obtient. Eh bien, en ce qui concerne une pédagogie inclusive, nous avons aussi un certain nombre d'oppositions, de tensions avec lesquelles il nous faut travailler. Ces tensions, c'est connaître et ignorer. Voilà. Et oui, il nous faut connaître les handicaps de nos élèves et leurs difficultés, mais à certains moments, peut-être il vaut mieux les ignorer. Ou en tout cas, il faut parfois faire comme si on ne les connaissait pas.
Vous savez, je suis très sensible à ça. On a des expériences très intéressantes qui montrent que selon que l'on dit à un enseignant, cet élève a un handicap ou des troubles du comportement, ou qu'on ne le lui dit pas, eh bien, il y a de nombreux cas où l'enseignant, quand on ne le lui dit pas, au fond, il ne s'en aperçoit pas. Il ne s'en aperçoit pas ou il s'en aperçoit moins, ou il affecte à ces troubles du comportement un indice moins important et il va être dans une dynamique de dépassement plutôt que dans une dynamique d'enquistement. Autre tension, remédier et impliquer. Oui, il faut remédier à telle et telle difficulté, mais il faut aussi impliquer les élèves dans des activités avec les autres. Il faut comprendre et il faut responsabiliser. Il faut mettre en place des activités communes et un accompagnement personnalisé. Il faut articuler des groupes de travail homogènes avec des groupes de travail petits ou grands hétérogènes. Il faut articuler la prise en charge collective avec le suivi individuel. Et il faut diversifier les points de vue et les interventions, mais unifier cette prise en charge. Je crois que l'école inclusive, c'est un magnifique projet qui nous oblige à sortir du dogmatisme pédagogique, à sortir de l'organisation, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps pareil. Je crois que pour faire une école inclusive, il faut assouplir notre cadre institutionnel, cadre didactique, mais aussi notre cadre mental. Par exemple, il faudrait pouvoir, alors ce n'est pas toujours possible dans vos établissements, mais il faudrait pouvoir avoir des groupes de travail d'élèves où on met ensemble ceux et celles qui à un moment ont des difficultés identiques, et puis des groupes de travail complètement hétérogènes où on met ensemble des élèves qui peuvent faire ensemble quelque chose de formidable en matière artistique ou autre chose, en étant radicalement différents et avec des niveaux radicalement différents les uns des autres. Il y a là quelque chose qui est, à mes yeux, complètement fondamental. Alors, je vais conclure, j'ai déjà été trop long et sans doute voulu dire trop de choses, et puis j'aimerais bien être à votre écoute pour répondre d'une manière beaucoup plus concrète à vos préoccupations, mais je vais conclure en vous disant que l'école inclusive n'est pas facile, mais c'est magnifique. C'est superbe, c'est un magnifique projet, c'est un projet qui nous fait regarder nos élèves autrement, regardant pas simplement leur manque, mais leur richesse. J'insiste beaucoup là-dessus parce que, voyez-vous, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que le système éducatif fonctionne trop souvent en diagnostiquant les manques, les troubles, les dysfonctionnements, les difficultés, mais jamais suffisamment les richesses. Les tests même qui permettent de savoir si, par exemple, tel enfant souffre de troubles de déficit de l'attention et d'hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH, ces fameux tests de Conners, eh bien, ces tests, souvent, ne regardent que le négatif. On dit, tel enfant n'est pas capable d'être attentif plus de 5 minutes sur quelque chose. Oui, mais sur quoi? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se demander quelles sont les choses sur lesquelles il est attentif plus de 5 minutes? Et à ce moment-là, on change le regard. On change le regard. On passe du regard déficitariste, c'est-à-dire du regard qui regarde toujours le manque, la difficulté, le problème, au regard de la ressource, du levier. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qu'il est capable de faire et comment je peux m'accrocher à cela pour le pousser, l'aider à aller plus loin et lui permettre de se dépasser. C'est un changement de regard fondamental sur nos élèves qui nous est demandé par une école inclusive. Un changement de regard qui fait de la différence et de toutes les différences un enjeu, un outil pour créer du commun et pour à la fois faire réussir chacune et chacun et créer des collectifs plus solidaires. Parce que notre avenir se joue là-dessus, que chacun réussisse, mais que chacun aussi soit plus solidaire avec les autres. Et l'école inclusive vise ces deux finalités-là, la réussite individuelle, mais aussi la capacité à s'enrichir les uns des autres dans nos différences, la construction de la solidarité
de la solidarité dans la classe entre les élèves pour un monde plus solidaire encore demain. Voilà, je m'arrête là pour mon exposé et nous prenons du temps maintenant pour échanger avec vous sur les questions qui vous préoccupent. Merci pour ce magnifique discours. Avant qu'on passe aux questions, je voudrais passer la parole à Michel Bure, qui est notre directeur pédagogique, si vous voulez bien. Oui, cher Philippe Mérieux, merci beaucoup pour cette intervention. Merci de cette disponibilité que vous nous offrez à travers cette intervention. Je salue tous les collègues nombreux ce soir. Je me permets peut-être, avant de passer la parole aux collègues pour leurs questions, d'interroger la question de l'inclusion parce que vous avez pointé la question du handicap. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin encore sur au fond, cette notion d'inclusion? Je pense aux élèves transgenres où les questions se posent de plus en plus. Je pense aux élèves du Liban où nous avons eu une merveilleuse intervention sur ces 18 confessions qui cohabitent et la force de la mission laïque française, puisque c'est cette association que nous représentons ce soir, c'est justement de faire de ces 18 confessions, au fond, une pédagogie inclusive, donc de ne pas pointer la religion de telle ou telle. C'est peut-être la place aussi, on parlait de la question du harcèlement il n'y a pas très longtemps, quid des élèves en souffrance, quid au fond de l'attention que l'on doit à tout un chacun et à chaque élève. Et est-ce que la question de l'école inclusive ne gagnerait pas encore à être plus, j'allais dire, plus performante dans l'inclusion de ces élèves où vous avez tout à fait raison et on ne peut qu'adhérer à vouloir pointer les richesses, à vouloir ne pas regarder le manque et à mettre plutôt en avant les richesses de tout un chacun, considérant au fond que tout élève est extraordinaire. Oui, oui, bien sûr. Non, je suis très, très content que vous disiez cela. C'est formidable. Si on pouvait avoir cette vision-là, ça transformerait complètement nos systèmes éducatifs et ça nous donnerait une expérience assez formidable. Vous pointez le cas des élèves transgenres, bien sûr. On peut aussi évoquer, vous l'avez évoqué à partir du Liban, que je connais bien, le cas des communautés à la fois religieuses, sociales. On peut bien sûr regarder la situation particulière de ceux et celles qui, dans certains cas, ne parlent pas la même langue. Hein. Il y a des classes spécifiques chez nous pour cela. On peut voir toutes les formes de différence et au fond, le projet d'école inclusive, c'est celui du statut de la différence. Est-ce que la différence, comme quelqu'un, Clotilde Chauvin, je crois, dans le chat le dit, est-ce que cette différence est un handicap ou est-ce qu'elle, au contraire, je peux la vivre et la faire vivre dans ma classe comme une richesse? Voilà, ça c'est l'enjeu majeur, bien sûr. L'enjeu idéal, faire vivre les différences comme des richesses. Alors après, au quotidien, ça peut être difficile, ça peut être très difficile. Et encore une fois, il y a des différences dont on ne sait pas si on peut aujourd'hui les intégrer et les inclure. Moi, j'ai travaillé par exemple avec des collègues qui accompagnent des enfants cérébrolésés, qui ont subi des lourds accidents de voiture et à qui il manque des parties du cerveau. Ce sont des enfants qui sont dans une situation personnelle extrêmement difficile et dramatique. On ne peut pas les intégrer tout de suite. Mais ce qui me plaît dans leur démarche, c'est qu'elle est inclusive, cette démarche. C'est une démarche qui dit on ne peut pas les intégrer tout de suite, on n'en a pas les moyens, ils n'en ont pas les moyens, mais ça n'est pas une fatalité. Et on va travailler. Et on va travailler pour que, à terme, eh bien, l'horizon, ce soit celui d'une école inclusive pour chacune et pour chacun, et que chacune et chacun puisse y trouver sa place, même si aujourd'hui, on ne sait pas encore faire. Notre objectif, c'est d'apprendre à le faire ensemble et toujours mieux. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous, cher Philippe. Je crois que c'est Marc qui prend la relève des questions. Merci. Oui, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Mérieux. En tout cas, excusez s'il y a un peu de bruit parce que je suis dans un aéroport, donc c'est pas simple. En tout cas, merci pour cet éclairage et merci pour ce message, j'ai envie de dire, extrêmement optimiste. Ça fait du bien d'entendre justement tous les éléments que vous avez mis en avant. Alors effectivement, nous sommes,
à l'étranger dans un contexte effectivement spécifique, très différent évidemment de ce qu'on peut connaître en France. Alors évidemment, nos établissements accueillent de plus en plus d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Et je vous rejoins sur un élément que vous venez de mentionner, c'est les élèves allophones. Alors, nous avons justement la particularité d'accueillir des enfants avec des profils linguistiques différents, c'est-à-dire effectivement langue de scolarisation français, mais en même temps, nous les accueillons également dans les langues nationales et l'anglais dès la petite section. Et évidemment, la question de l'inclusion scolaire peut se poser aussi en ces termes, c'est-à-dire effectivement en termes de profil plutôt dominant. Si je suis par exemple plus arabisant que francophone, comment j'arrive à m'intégrer dans un collectif classe où la langue la plus portée va être effectivement le français. Alors évidemment, comme je le disais, l'arabe est enseigné par ailleurs et on travaille sur des tas de ponts et des projets communs au niveau pédagogique pour justement permettre à ces élèves de s'y retrouver également. Mais je ne sais pas si on peut faire le parallèle justement par rapport à tout cela. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais beaucoup hésité, et je l'avais dit à vos collègues qui m'avaient sollicité, à accepter cette intervention, précisément parce que vous vivez des situations singulières dans ces établissements français à l'étranger qui sont quand même très différentes de ce que je peux connaître et de ce sur quoi j'ai pu travailler dans mes recherches. Donc, prenez ce que je dis avec toutes les précautions possibles. S'agissant alors de ces questions de la langue, je pense que tout ce que nous savons, tout ce que la recherche nous dit, c'est que le bilinguisme est une formidable richesse et qu'il nous faudrait pouvoir très tôt permettre à des enfants d'être dans des contextes bilingues, trilingues, et que contrairement à des représentations qu'on a parfois, le bilinguisme, le trilinguisme, les enfants ne se mélangent pas les pinceaux entre les langues, ils savent très bien les manipuler. S'ils apprennent une langue et s'ils sont à l'aise dans une langue à l'âge de 3, 4, 5, 6, 7 ans, ils vont en maîtriser 3, 4, et plus on maîtrise de langues, plus on va être capable de maîtriser de langues. Il n'y a pas de limite à cela. Alors, des enfants qui effectivement sont arabisants dans une classe qui est à majorité française et qui va parler majoritairement français, ça peut être compliqué. En même temps, ça peut être aussi une formidable richesse. On peut réfléchir à l'étymologie, aux mots qui viennent de l'arabe dans la langue française et vice-versa. On peut aussi, à certains moments, accepter au fond que chacun parle sa langue et s'efforce de comprendre la langue de l'autre. Alors, tout ça est évidemment à regarder en fonction des cas particuliers. Encore une fois, je ne veux pas faire de généralité. Mais je crois qu'on a tout intérêt, chaque fois qu'on a des différences, alors qu'elles soient linguistiques, qu'elles soient de toute autre nature, on a tout intérêt à trouver des activités où ces différences sont des richesses. Alors, ce n'est pas toujours le cas. J'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'installer un enfant dans une classe pour qu'il soit inclus. Si on l'installe dans une classe et qu'il ne participe à aucune des activités de la classe, ce n'est pas un inclus, c'est un exclu de l'intérieur. Ce qui est d'une certaine manière encore pire. Un élève que vous mettez assis dans une classe et qui ne suit rien de ce qui est proposé, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas participer aux activités de la classe, il est inclus apparemment, puisqu'il est assis au milieu de ses camarades, mais il est exclu de l'intérieur et il risque de ressentir cette exclusion d'une manière encore plus forte et plus lourde que l'exclusion externalisante. Donc, il nous faut trouver, et c'est ça l'enjeu, des activités communes. Et il faut plus raisonner en termes d'activités qu'en termes d'institutions. Quelles sont les activités qu'on peut proposer à des gens et dans lesquelles ils peuvent s'investir ensemble en dépit de leurs différences? Et quelles sont les activités où ce n'est pas possible et où il faut les regrouper en fonction de leur spécificité. Je vais vous donner un exemple, mais qui, là aussi, est issu de ma pratique et de ma propre expérience. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'inclusion des enfants autistes. Bon. C'est très compliqué, l'inclusion des enfants autistes, parce que les troubles de l'autisme sont d'abord extrêmement diversifiés. Vous savez qu'on parle de troubles de spectre autistique. Ça peut aller de troubles assez légers à des troubles extrêmement lourds. C'est très compliqué aussi parce que ceux qui ont des troubles lourds,
dans une classe, ils peuvent souffrir beaucoup, etc. Et qu'est-ce que nous avions esquissé? Qu'est-ce que nous avons esquissé? Nous avons esquissé le fait de repérer les activités dans lesquelles l'autisme n'était pas une difficulté, un handicap de communication. Alors, dans le cas précis, et j'ai une expérience précise en tête, dans le cas précis dont je vous parle, c'était le fait de faire un orchestre. Un orchestre où les enfants, quels qu'ils soient, autistes, non autistes, étaient impliqués et pouvaient s'y engager, participer et s'impliquer à fond sans que leur spécificité soit un handicap pour l'activité collective. Mais il y avait d'autres activités dans cette classe, dans ces classes, où les élèves autistes ne pouvaient pas participer. Dans le théâtre, par exemple, c'était difficile. Et là, on crée des groupes spécifiques. Je crois que c'est la question qu'il faut se poser. Quelles sont les activités communes qu'on peut construire, qu'on peut proposer, qu'on peut mettre en place, et quels sont les cas où il faut des activités particulières spécifiques en termes d'accompagnement, en termes d'objets de travail, parce que les différences requièrent cela. Et tresser les deux en même temps, c'est ce que j'appelle conjuguer le droit à la ressemblance et le droit à la différence. Il faut que dans la classe, les élèves vivent des moments où ils se savent, se sentent et se construisent profondément ressemblants. Ils sont les mêmes humains aux prises avec les mêmes engagements et les mêmes questions, et qu'à d'autres moments, dans d'autres situations, ils se sentent pris en charge pour ce qu'ils sont de spécifique, ce en quoi ils sont différents. Cette capacité à tresser le droit à la ressemblance et le droit à la différence me semble au cœur d'une pratique pédagogique inclusive. Et quand je dis une pratique pédagogique inclusive, je devrais dire au cœur de toute pratique pédagogique. Parce que toute pratique pédagogique doit tenir compte de ce en quoi les élèves se ressemblent fondamentalement, mais aussi des différences qui les spécifient de par leur trajectoire et leur histoire personnelle. Alors, on va peut-être regarder les questions qui ont été posées par écrit, si vous le voulez bien. Oui, et puis vous avez également Sarah El-Zogbi qui a levé la main. Peut-être qu'on peut Très lui bien. donner la parole et ensuite passer Avec aux plaisir. questions écrites. Sarah, si, voilà. Bonsoir. Alors, je viens de mettre ma caméra parce qu'étant au Liban, la connexion peut être assez capricieuse. Premièrement, je voulais vous remercier pour… C'était très éclairant, c'était très intéressant, ça a donné un peu d'espoir, c'était très agréable à écouter. Cependant, j'ai une question. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les enseignants qui sont formés dans les universités ont la capacité de répondre à ces demandes de l'inclusion? Est-ce que la formation universitaire prépare les enseignants à ça? Vous avez vous-même parlé de la sensibilité de certains enseignants suite à une expérience personnelle. Est-ce que les enseignants aujourd'hui qui sortent des universités ont effectivement cette formation, sans parler de la différence de l'enseignement à l'étranger avec la MLF et son développement professionnel? Mais rien que pour les établissements qui ne font pas partie de la MLF, on demande tellement de choses à l'enseignant. À quel moment de sa formation est-ce que cela est présent? Et si ça ne l'est pas, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas commencer à faire des changements à ce niveau-là? Je ne peux qu'approuver complètement ce que vous me dites. Évidemment, cette question de l'école inclusive pose le problème de la formation initiale et de l'accompagnement de la formation continuée. C'est évidemment tout à fait essentiel. Si on veut vraiment prendre à bras-le-corps ce défi, il faut que les enseignants, tout au long de leur carrière, aient des temps où ils peuvent échanger, rencontrer des collègues, travailler avec eux, mutualiser leurs ressources et aussi recevoir une formation un peu technique sur tel ou tel type de difficulté d'apprentissage, par exemple. Et donc, il y a de toute évidence un enjeu là, comme il y a un enjeu, alors en France, mais je ne connais pas bien la situation de vos établissements, comme il y a un enjeu au développement et à l'appui par des AVS, des auxiliaires de vie scolaire qui soient compétents et qui soient réellement en place d'une manière suivie avec les enseignants et avec les élèves. Développer les auxiliaires de vie scolaire me paraît absolument essentiel. Bon,
moi, j'ai beaucoup travaillé sur les enfants sourds, par exemple. Bon, bah, les enfants sourds, ils ont besoin d'un interprète et on ne peut pas l'éviter si on veut qu'ils s'impliquent dans la classe. Donc, l'inclusion, c'est aussi à cet égard coûteux. Hein, c'est aussi à cet égard coûteux. Et il faut que c'est coûteux en formation, c'est coûteux en accompagnement. Et donc, il faut accompagner les enseignants pour qu'ils ne supportent pas ce coût et qu'ils ne croulent pas sous les contraintes en n'ayant que peu de ressources pour y faire face. Oui. Vous avez parfaitement raison. Mais on me dit que l'INSHEA propose des diplômes universitaires, ce qui est tout à fait vrai. L'INSHEA propose aussi des cursus, et puis il existe toute une série de formations dans différents domaines qui permettent de travailler. Ce que je crois important, c'est que les collègues qui sont confrontés à ces questions puissent en parler entre eux. Je crois que travailler ensemble, faire de l'analyse de pratique, se regrouper, se retrouver, discuter, poser la question ensemble, là on fait comment avec tel enfant, là avec cela on fait comment, il y a des enfants qui sont arabisants, on fait comment, toi tu fais comment, moi je fais comme ça et toi tu fais ainsi. Il y a toute une intelligence collective à mettre en œuvre. Et je pense que chaque fois qu'on donne aux enseignants les possibilités de se rencontrer, de travailler ensemble pour mettre en œuvre cette intelligence collective, on rend service d'une manière très forte aux élèves. Alors, on a une question, il y en a plusieurs dans l'espace de discussion. On va peut-être prendre celle qui vient d'être postée, qui demande comment est-ce qu'on peut inclure les acteurs de la coéducation comme les parents et définir un projet de vie avec eux pour ces élèves. Alors, en principe, ils sont inclus, les parents. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre complètement bien la question. Peut-être Il s'agit Loïc des élèves veut la reposer. que j'ai appelés extraordinaires. Oui, le projet, il est travaillé par les enseignants, mais je pense qu'il doit être partagé avec les familles. Je pense qu'il doit être partagé avec les familles parce que le développement d'un enfant, c'est évidemment le travail conjoint des familles, de l'école, du tissu associatif, etc. Et que on sait aussi que le développement d'un enfant, les choses ne fonctionnent pas simplement selon un paradigme qui serait le paradigme médical traditionnel. Il y a un trouble, on donne le remède. Je vais prendre un exemple qui nous occupe beaucoup en France et qui occupe beaucoup les collègues actuellement, c'est les troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH. C'est-à-dire les élèves qui sont suractifs, hyperactifs, qui ne fixent pas leur attention plus de 2-3 minutes, etc. Alors, par rapport à ces troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, qui sont avérés, hein, ce n'est pas du tout un fantasme, ils existent ces troubles-là. Ils existent, on sait qu'il y a des prédispositions, on sait que l'exposition aux écrans, quand elle est un peu lourde, eh bien, va activer ces prédispositions d'une manière déterminante. L'enfant qui passe 5, 6, 7 heures d'écran avant 10 ans, ça va renforcer ces troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Alors, quelles sont les réactions par rapport à ça? Certains disent qu'il faut soigner à la Ritaline. Il y a un médicament qui s'appelle la Ritaline, le Ritalin. Bon, voilà, on peut soigner à la Ritaline. Mais on peut aussi se demander si le sport, le yoga, le théâtre, ça ne peut pas aider. Et je pense qu'il y aurait un échange à avoir entre le médecin ou celui qui s'occupe du versant santé, les parents et les éducateurs à la fois scolaires et non scolaires, un échange à avoir pour avoir une vision globale de la personne et pour savoir à un moment donné qu'est-ce qui serait le plus utile pour la faire progresser. Mon collègue Pierre Delion, qui est psychiatre et spécialiste de ces troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, fait cela. C'est-à-dire que chaque fois qu'il rencontre un enfant qui souffre de ces troubles et que cela handicape considérablement pour son investissement scolaire, il réunit autant que faire se peut. Ce n'est pas toujours facile, mais il réunit les parents, l'enseignant,
lui, donc le médecin, mais aussi si l'enfant fait du judo, si l'enfant fait du football, celui qui s'occupe. Et ils essayent de croiser leurs regards, de voir effectivement là où il y a déficit, de voir il y a la ressource. Et si on découvre que l'enfant, sur tel ou tel aspect, il souffre moins de ses déficits, on va jouer là-dessus. Tout ça doit être vu d'une manière globale. On ne peut pas couper l'enfant en tranches parce que l'enfant est unique et on peut agir sur les troubles ou les difficultés d'apprentissage d'un enfant de différentes manières. Donc oui, je pense qu'il faut inclure autant que possible les acteurs de la coéducation. Si ce n'est définir un projet de vie avec eux, au moins essayer d'identifier, de repérer avec eux ce qui peut être utile, là où on peut agir et le moment où c'est pertinent de le faire. Voilà. Je pense que les enseignants ont tout intérêt à travailler à cet égard avec les éducateurs sportifs, les animateurs de théâtre, ceux qui font de la musique, ceux qui font de l'expression plastique, que un enfant peut parfaitement retrouver son équilibre à travers des activités qui ne sont pas complètement scolaires et qu'il ne faut pas se priver de cette possibilité-là. S'il vous plaît, j'ai une petite question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui. Alors, c'est Siam Zerad. Je suis enseignante aide aux élèves à besoins éducatifs particuliers à Casablanca. Et j'interviens auprès de plusieurs élèves dans différentes classes, donc de la maternelle jusqu'au CM2. D'accord. Et parfois, en fait, donc, je rencontre quelques difficultés parce que souvent, les enseignants, en fait, ils préparent leurs séances et puis, par exemple, ils prévoient de voir telle ou telle notion. Et à côté, j'ai des enfants qui sont soit en grande difficulté scolaire ou bien des enfants qui sont enfin, j'ai aussi des enfants autistes et il y a un gap, je vais dire, entre ce que les enfants doivent avoir comme compétences et ces enfants-là qui, je pense, pour le moment, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils développent les mêmes compétences que leurs camarades. Et puis, il y a aussi le regard des autres parce que les camarades, ils sont très attentifs à ces détails-là et du coup, ils stigmatisent aussi l'enfant. Et je ne sais pas trop comment gérer ce gap-là. Donc, est-ce qu'il faut le sortir, sachant que si on le sort, en fait, il va rater la séance. Et du coup, je vais encore renforcer ce sentiment d'enfant différent. Et si je le laisse en classe, c'est difficile de faire autre chose alors que les enfants font telle ou telle notion. Et parfois, on ne peut, c'est-à-dire que c'est bien de faire, enfin, j'ai perdu mes mots, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de passer par l'art et de prévoir des activités artistiques, mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, il faut aussi... il y a des compétences que ces enfants-là aussi, on s'attend à ce qu'ils les développent aussi. Bien sûr. Donc, si vous pouvez nous donner des conseils. Évidemment, je n'ai pas de solution générale et systématique qui s'appliquerait miraculeusement partout, mais je crois que vous avez remarquablement bien décrit ce que j'ai tenté d'expliquer, à savoir que l'école inclusive ne nous exonérera pas de la réflexion constante et continue sur nos méthodes. Dans une école non inclusive, on peut faire la même chose tout le temps, on peut reproduire chaque année le même cours avec des élèves censés être exactement identiques et puis ne s'occuper de rien d'autre. Bon. Dans une école inclusive, il faut chaque fois se reposer les questions que vous venez de poser. C'est-à-dire que l'école inclusive nous oblige à nous poser la question du statut de la différence dans l'école, nous oblige à nous demander si il peut ou pas acquérir les mêmes compétences que les autres, s'il a besoin ou pas d'une aide spécifique, nous oblige à décider à chaque instant soit de l'inclure dans une activité, soit de lui proposer une activité particulière. Et donc, l'école inclusive ne nous exonérera jamais de cette responsabilité et elle ne nous permet pas de faire ce
ce que mes professeurs faisaient quand j'étais au lycée. Moi, j'avais des professeurs qui me lisaient des notes qui avaient de toute évidence 20 ou 30 ans et qui faisaient la même classe depuis 30 ans. Bon, bien. L'école inclusive ne permet pas de faire ça. Elle nous remet en chantier à chaque heure, d'une certaine manière. Elle est complètement… elle exige de nous une vigilance permanente. Alors, vous avez posé deux questions. La question qui est très, très importante, de la manière dont certains élèves peuvent stigmatiser d'autres. Ça, je crois que c'est un souci qu'il nous faut avoir. Vous avez parfaitement raison de poser cette question. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable que des élèves se moquent d'un élève en situation de difficulté ou de handicap. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable et en même temps que nous ne devons pas l'accepter, nous devons faire en sorte que ce type de comportement progressivement disparaisse. Alors, comment? Je crois beaucoup à l'entraide. Je crois que le fait de mettre des élèves ordinaires en tuteur d'élèves extraordinaires est quelque chose qui peut être difficile dans certains cas, mais aussi extrêmement riche dans d'autres cas, et qui se fait sauter ces représentations telles qu'on les imagine. Moi, j'ai une expérience, je vous parle de mon expérience, dans une banlieue extrêmement compliquée et difficile. Nous avions confié à des élèves identifiés comme ayant des comportements semi-délinquants, des élèves autistes, en leur disant à chacun, tu vas t'en occuper. Mais ça a été formidable. Ça a été formidable pour les élèves autistes, mais ça a été surtout formidable pour ces élèves-là à qui on a confié des élèves autistes parce qu'ils se sont vus investis d'une responsabilité et ils ont fait un boulot d'accompagnement extraordinaire, extraordinaire. Donc, je pense qu'il faut développer les interactions positives entre les élèves pour éviter ces phénomènes de stigmatisation. Et puis, vous parlez après, c'est la question que vous posiez tout à l'heure, des compétences à acquérir. C'est une question qui demanderait à elle seule toute une série de séances de travail parce qu'il y a des niveaux différents de la même compétence. Un enfant autiste peut acquérir la proportionnalité. La question de la maîtrise de la proportionnalité, c'est une compétence déterminante pour un enfant pendant son école primaire. Il peut l'acquérir autrement et avec des modalités de travail différentes qui ne sont pas celles des enfants ordinaires. Alors, ça exige d'avoir une certaine souplesse, de savoir reconnaître ces différences d'expression de compétences qui peuvent être identiques. Alors, après, vous avez raison de souligner qu'il peut y avoir des compétences sur lesquelles le résultat n'est pas le même. Mais ça, ce n'est pas simplement vrai pour les enfants handicapés. Si vous prenez une classe normale, entre ceux qui savent bien s'exprimer à l'oral et ceux qui ne savent pas s'exprimer à l'oral, il y a des différences de compétences réelles. Le souci que nous devons avoir, c'est de ne pas enfermer quelqu'un à un niveau particulier de son développement, de ne pas l'identifier à une compétence ou une incompétence, mais de lui laisser la possibilité d'en déborder. Moi, ce qui m'effraie aujourd'hui, en France, mais je ne sais pas du tout si c'est le cas chez vous, ce qui m'effraie, c'est la multiplication de ce que j'appelle les symptomatologies sauvages, les étiquetages systématiques. On dit, lui, il est ceci, lui, il est cela, lui, il est autre chose. Alors, il y a beaucoup d'enfants dont on dit ils sont au potentiel, ils sont surdoués. Bon, d'accord. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de parents d'enfants surdoués que d'enfants surdoués en réalité. Mais bon, il y a des enfants, on dit lui, il est hyperactif. Mais la plupart de ces étiquettes sont posées d'une manière trop rapide et surtout enfermante. Il faut donner la possibilité à l'enfant d'être autre chose que l'étiquette. Un individu n'est pas réductible à un diagnostic. Un malade n'est pas réductible à sa maladie. Fort heureusement,
Un élève qui a des difficultés d'apprentissage n'est pas réductible à ces difficultés d'apprentissage. Travailler, identifier, chercher ce en quoi il est riche et peut m'apporter quelque chose est absolument essentiel, et en quoi il peut apporter quelque chose aux autres. C'est pour ça que j'ai évoqué l'école mutuelle. Hein. Je n'en ai pas parlé longtemps parce que le temps m'était compté, mais cette idée que nous devons retrouver de la vertu de l'entraide et de l'échange entre les élèves. Nous nous privons beaucoup de cela. Nous nous privons beaucoup de cela. Nous vivons avec l'idée que seul l'enseignant est capable d'aider un élève. Mais ce n'est pas vrai du tout. Les élèves s'aident entre eux, alors sous notre responsabilité et sous notre supervision, mais ils sont capables de s'aider entre eux. Merci beaucoup. Il y avait Loïc qui avait levé la main. Oui, merci. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonsoir. Merci beaucoup déjà pour cette intervention. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Alors oui, ma caméra, ça, je n'essaye pas parce que sinon, je pense que vous ne m'entendrez plus. Mais en tout cas, merci beaucoup. Alors, la touche entrée m'a échappé, on va dire, dans le fil de discussion et je n'ai pas pu préciser mes propos, mais je suis enseignant spécialisé dans un établissement à Casablanca. Et effectivement, les collègues, souvent, sont un peu démunis face au projet avec les parents et à la discussion avec les parents et à engager le dialogue avec eux. Effectivement, ils disent qu'ils ne sont pas formés que dans les réunions parents, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'il y a des indicateurs, ils demandent souvent à être accompagnés et ils sont très anxieux d'aborder ça avec les parents, donc des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais voilà, et c'est pour ça que je parlais de comment aborder ça avec les parents, comment aborder les projets de vie, quelles étapes respecter, on va dire, parce que nous, on a la chance d'être plusieurs enseignants spécialisés dans l'établissement, au sein de l'établissement. Mais souvent, on se sent démunis, mais nous aussi. Et ça peut être aussi un facteur limitant dont vous parliez tout à l'heure, parce que on donne beaucoup et on a envie de voir que, voilà, que derrière, les parents sont partis pris, quoi, sont avec nous. Voilà, merci beaucoup. Oui, je comprends très bien. Je ne saurais pas dire plus que ce que vous dites vous-même très justement, hein, cette nécessité de créer cette alliance éducative avec les parents. Et en même temps, que nous soyons chacun sur notre registre, convergents mais différents, reste important. Voilà. Je vois que Souci a écrit un petit texte que je trouve très chouette quand elle dit « J'ai une élève autiste de C1 qui corrigeait les exercices de grammaire de ses camarades. » Un élève autiste, pardon, car il maîtrisait parfaitement les règles, il était fier et les autres oubliaient ses autres difficultés. Et je trouve ça, c'est formidable. Voilà, ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment, si on arrive à faire ça, même si on le fait peu, si c'est qu'une fois, si c'est qu'un élève, on change le paradigme scolaire. On n'est plus dans une école de la concurrence où les gens réussissent au détriment des autres. On est dans une école de la solidarité où chacune et chacun apporte sa différence au service des autres, quoi. Ça, c'est la philosophie la plus extraordinaire de l'école inclusive, et que des petites choses comme ça existent, c'est des vraies révolutions. Et ça peut toucher bien au-delà de l'élève concerné. Tout le monde découvre qu'il y a une autre manière de gérer les relations entre les humains que la concurrence acharnée, et que cette solidarité est porteuse de plus d'avenir que toutes les formes de concurrence. Voilà. On va être obligé de s'arrêter parce que l'heure est maintenant terminée. Je vais rendre la parole à Dominique Collado. Oui, ça pourrait durer des heures parce que vraiment, c'est passionnant. Conclure, voilà. Oui, en fait, vous rejoignez une préoccupation que nous avons eue en organisant une conférence, justement, un colloque dont le titre était « Grandir avec et grâce à nos différences ». Et voilà, on vous écouterait encore pendant des heures. Peut-être si les collègues veulent
ouvrir leur caméra pour vous dire au revoir, de manière à ce qu'on se sente un peu moins seul justement face à l'écran. Et vraiment, un très grand merci à vous pour ce temps d'échange et d'apport qui nous nourrit. C'est moi qui vous remercie et qui… Grand merci, oui, oui. C'est toujours très frustrant pour moi, hein. J'accepte des visioconférences, mais je peine à m'adapter à des publics que je ne vois pas et que je ne connais pas, et c'est quelque chose qui est très compliqué et très difficile. Voilà, donc on essaye de faire de son mieux, mais ça a toujours un aspect beaucoup plus formel et beaucoup moins chaleureux que les rencontres authentiques et pour de vrai. Alors, on aura peut-être des rencontres authentiques et pour de vrai. En tout cas, bon courage pour tout.